Elle fait face au roi de lumière et elle danse. 28 jours ont passé depuis que leur voyage avait prédit qu'ils se retrouveraient pour ce bal infini. Dans nos villes, elle s'élance, dans nos campagnes, une transe, et dans nos cœurs, c'est l'univers qu'elle nous offre. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là, la luna. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là, la luna. Elle offre à nos songes les réponses, à nos quêtes les signes, elle annonce. Depuis l'âme du monde, elle nous compte les cieux. Attention, mesdames et messieurs, frères de pierre, de feuilles et de chair, nos êtres sur terre, elle nous ouvre au mystère. Oh, oh, dans nos sangs, elle s'élance, une sensation étrange. Au cœur de nos êtres, nous sommes unis aux anges. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là, la luna. Dans nos sangs, elle s'élance, une pulsation étrange, l'instant d'une vie, et c'est nous qu'elle respire. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là, la luna. Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bien, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? En tout cas que vous êtes en conscience pour cette pleine lune qui approche à grands pas, puisque la pleine lune du mois de novembre aura lieu demain matin. Donc là, pour ceux qui ne suivent pas en même temps, vendredi 19 novembre 2021 à 9h57, heure de Paris. Alors, comme toujours, hein, il y a des symboliques et on ne peut pas aller dans une interprétation généralisée d'une pleine lune. Ça voudrait dire que tout le monde a la même énergie et que tout le monde reçoit l'énergie de la même façon, ce qui est absolument pas vrai. Même si tous les signes nous concernent, d'accord ? C'est pas parce qu'on dit que tu es tel signe, même avec un ascendant tel signe ou une lune en tel signe, que les autres signes ne te concernent pas. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, si la structure de notre univers s'articule aussi avec ou autour des 12 notes de piano que sont les signes du zodiaque, à ne pas confondre avec les constellations du zodiaque, ça veut bien dire que nous, qui sommes un microcosme, c'est-à-dire on a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est dit dans les textes, ça veut dire à l'image de la structure énergétique universelle. Et bien, ce qu'on retrouve
à l'échelle macrocosmique, c'est-à-dire à l'échelle universelle, eh ben on le retrouve à notre échelle, à nous, aussi bien hommes que femmes, que petits, que grands, que moyens, maigres, tout. C'est-à-dire la structure énergétique qui te caractérise est une structure unique. Et ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération, que tu es un être unique, venu avec une intention d'âme unique, et cette intention d'âme a choisi un espace-temps unique pour s'incarner. Et tout ce qui surgit à ce moment-là, vibratoirement, a une correspondance vibratoire selon ce qu'on appelle la loi d'analogie. Donc la façon dont tu vas vivre cette pleine lune est forcément différente de la façon dont je vais la vivre. On sait qu'il y a une vague d'énergie. C'est ça qui nous permet de dire, ok, là, est-ce que cette vague d'énergie, elle est plutôt engageante émotionnellement, ou est-ce qu'elle est plutôt libératrice, est-ce qu'elle est plutôt en pulsion de joie? Ça dépend. S'il y a une vague de joie qui arrive, il y en a qui ne vont pas se sentir à l'aise avec cette vague de joie, surtout si c'est un moment où ils se sentent en colère. Peut-être que cette vague de joie va les mettre encore plus en colère. Pareil pour une énergie scorpionesque qui va avoir dans sa structure énergétique une vraie capacité à descendre et à plonger à l'intérieur. Ça ne va pas être le cas pour une énergie qui est en constante recherche d'élévation. Donc chacun, nous sommes des réceptacles à cette énergie et des diffuseurs de cette énergie, et on va tous le faire d'une façon différente, et même pas différente, unique. Donc cette pleine lune, comme à chaque fois je le répète, pour qu'il y ait un phénomène de pleine lune, il faut forcément que le soleil soit en face de la lune. Donc il y a une opposition, un jeu d'opposition, mais ce mot me dérange. Il faudrait parler d'une recherche d'équilibre entre deux énergies, c'est-à-dire une potentielle complémentarité. En plus de ça, une pleine lune, c'est une phase de libération d'énergie, donc il y a bien une énergie à libérer, à accepter de libérer quelque chose, ou de me libérer de quelque chose. Ça tombe bien, les deux énergies qui sont concernées, c'est justement les énergies de la transmutation ou celle du blocage. Voilà. Celle qui va chercher à se positionner et celle qui va chercher à créer du mouvement. Bon, ben, ça tombe bien, c'est engageant, justement, mais ça peut être engageant aussi émotionnellement. En plus de ça, cette pleine lune reçoit aussi un phénomène, on va dire, d'éclipse. Et une éclipse, quand ça éclipse quelque chose, ça veut dire qu'il y a un voile. Il y a un voile qui est mis sur quelque chose. Et quand il y a un voile qui est mis sur quelque chose, paradoxalement, on a envie de voir ce qu'il y a derrière. Si je cache quelque chose, vous allez avoir envie de savoir ce qu'il y a derrière. Derrière, là, le voile qu'il y a là, je suis sûr que vous êtes tous en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il cache derrière ce voile-là, ce dragon qui est derrière? Eh ben, je ne vous le dirai pas. C'est le secret du scorpion. Donc une éclipse, forcément, ça va nous demander, il va y avoir une envie intérieure de la conscience d'aller chercher la conscience paradoxalement parce que c'est voilé. Et comme c'est voilé, on a envie d'aller le chercher. Donc ce qui veut dire que ça décuple l'effet de libération d'énergie d'une pleine lune ou d'une phase de lune, qu'elle soit nouvelle ou pleine. Cet axe-là, il concerne l'énergie taureau-scorpion. Forcément, si le soleil est en énergie scorpion, pour qu'il y ait une pleine lune, il faut que la lune soit pile poil en face, c'est-à-dire pour ceux qui s'intéressent à la technique astrologique, exactement à 27 degrés 14. Si le soleil est à 27 degrés 14, pour qu'il y ait une pleine lune, c'est au moment où la lune arrive à 27 degrés 14 du signe qui est en face. Et c'est pas la peine de chercher à comprendre plus loin que ça, le signe qui est en face, ce sera toujours le même. C'est une roue, le zodiaque, et elle s'articule dans sa structure d'une façon logique, intuitive, créative. Donc le signe qu'on retrouve en face, c'est le signe complémentaire à l'énergie en question. Évidemment, si on a le soleil qui est en scorpion et donc la lune qui est en taureau, ça veut bien dire que cette pleine lune se trouve en taureau et pas en scorpion. C'est la pleine lune en taureau. Alors que le soleil, lui, il est en scorpion. On est bien dans le mois du scorpion. L'écho que ça vient chercher, c'est forcément son inverse. Quand on arrive au mois d'avril-mai et que le soleil est dans l'énergie taureau,
En général, ça se passe début mai. Le soleil est dans l'énergie taureau. Pour qu'il y ait une pleine lune, il faut que la lune arrive en scorpion. Et c'est ce qu'on appelle la pleine lune du Vesak. Donc cette pleine lune là qu'on a ce soir, elle est en écho direct avec la pleine lune du Vesak qu'on a vécue il y a 6 mois. C'est un écho. Et c'est comme si ça venait mettre de la lumière sur ce qui a travaillé pendant la pleine lune du Vesak, ou ce qu'on a commencé à mettre en travail. Alors, pour aller plus en profondeur dans la pleine lune de ce soir, je vous lis déjà, comme j'ai l'habitude de le faire, parce que je trouve ça intéressant, ça va vraiment appuyer la lecture, le degré symbolique de cette pleine lune. Je vous le lis. Un homme grimpant après un poteau placé sur une élévation. Visualisez la chose, fermez les yeux et essayez non pas d'analyser intellectuellement, mais de ressentir qu'est-ce que ça vous évoque. Un homme grimpant après un poteau placé sur une élévation. Voilà pour le degré symbolique de cette pleine lune. Je le commenterai avec mon ressenti et ce que je peux y lire par rapport au ciel que j'ai sous les yeux. Sachez une chose aussi, c'est que forcément, quand je vous donne un degré de lecture de la pleine lune, ça s'appuie sur ça. Ça s'appuie sur une carte énergétique précise. Et il y en a qui sont très doués. Aruna, par exemple, est très doué. Aruna Lipschitz, qui est très doué pour ressentir les énergies sans avoir besoin d'aller chercher le thème astral. Mon enseignant, Philippe, lui, il a un degré de lecture qui va être très ésotérique aussi et qui peut venir parler au niveau de l'âme puissamment. Ce que j'aime faire, moi, c'est un mélange de tout ça et aussi d'aller y apporter un caractère pratico-pratique, c'est-à-dire avec des axes de travail qui va venir aller plus en profondeur ailleurs dans l'analyse de cette pleine lune ou de cette nouvelle lune. Les points importants. Pour cette pleine lune, on a une opposition, donc un jeu d'opposition aussi entre deux planètes que sont Uranus et Mars. Les deux planètes, ce sont deux planètes concernées par l'énergie Scorpion. Elles se retrouvent en opposition. D'un côté, il y a l'ego, la personnalité, qui va tirailler dans son sens, en Scorpion en plus, dans les bas instincts, une énergie comment on va dire ça, les bas instincts qui vont aspirer la personnalité dans ce qu'il y a de plus primal ou de plus primaire. De l'autre côté, on a Uranus, qui lui se trouve en Taureau, depuis 2018 déjà, depuis mai 2018, et il y sera jusqu'en 2026 si je me souviens bien. Uranus qui lui, c'est la planète de la lumière, c'est l'énergie du renouveau, de l'expansion, et qu'on appelle aussi celle du mental supérieur, le mental qui agit à son octave supérieure. Donc il y a à la fois un tiraillement des bas instincts, la personnalité aspirée dans les bas instincts, ce qu'il y a de plus moche, ce qu'on n'aime pas trop voir de nous-mêmes, et qui nous invite aussi à plonger, et en même temps Uranus qui lui aspire à un renouveau, à une libération, à faire fonctionner le mental humain tel qu'on peut l'utiliser aujourd'hui comme outil ou le subir, d'une façon renouvelée, c'est-à-dire à son octave supérieure, comme un outil de créativité et de co-création. Eh bien, ça va tirailler. Il y a quelque chose en nous de plus ou moins conscient, parce que Uranus, c'est une planète transpersonnelle. Elle parle de tout ce qui va parler, tout ce qui va toucher à des degrés moins conscients, sauf si on est dans un travail de conscience. Uranus va avoir une vibration qui va nous être de plus en plus accessible. Et ben, cette énergie, elle aspire au renouveau et à aller dans l'alternatif. Là où on va trouver un point de jonction pour éviter d'être rebelle. Un coup, je suis dans mes bas instincts, d'un coup, je vais me rebeller face à mes pulsions et à mes bas instincts, mais ils sont tellement puissants que d'un coup, pouf, je suis reprojeté là-dedans, je me rebelle, etc. Et on ne veut pas assumer. On a envie de s'en libérer. Et on a envie de s'en libérer soit en les étouffant, voilà, soit en se bloquant, soit en se battant contre. Et on voit bien dans le travail justement du Scorpion
des travaux d'Hercule, des travaux d'Hercule, et le travail qui concerne l'hydre de Lerne, où il doit tuer un monstre avec plein de têtes de serpent, c'est là où on voit que Hercule, quand il tue une tête de serpent, il éclate une tête de serpent avec sa massue, il y en a 3 qui repoussent. Donc plus il se bat contre cette bête, plus elle devient puissante. Et bien il se trouve que pour cette pleine lune, on a un cadeau magnifique, qui est ce jeu d'opposition entre Mars et Uranus, c'est-à-dire l'opportunité d'élever nos bas instincts à la lumière. Uranus est la planète de la lumière. Donc comment les deux peuvent s'entendre? En se disant, attends, et si on trouvait un équilibre? J'accepte que tu ailles mettre du renouveau dans mes bas instincts, mais en les utilisant d'une façon alternative, d'une façon renouvelée. Si le fait de refouler ses pulsions sexuelles, de refouler ses violences, de se battre contre la violence, de se battre contre l'énergie sexuelle, contre nos peurs, contre nos terreurs, contre tout ce qu'il y a de plus vil en nous, si ça fonctionnait, ça ferait déjà belle lurette et au moins 2000 ans qu'on serait passé à autre chose. Et on se châtie à chaque fois qu'on va avoir une pulsion ou un truc qui va être animal et analysé par le mental humain comme non divin. Et surtout comme air des poissons. C'est-à-dire celle qui va se flageller. Alors, une petite parenthèse super importante qu'on m'a demandé d'éclaircir, mais je ferai un live spécial pour ça. C'est vrai que parfois, souvent, on dit « Ok, on est en train de passer de l'ère des poissons à l'ère du Verseau ». Et c'est vrai que dans mon discours, systématiquement, quand on veut passer d'un truc à un autre, j'ai tendance à mettre en lumière ce qu'il y a de mauvais dans ce qu'on veut lâcher pour aller vers que ce qu'il y a de bien de ce vers quoi on va, vers le nouveau. Mais on va inverser la tendance. L'énergie des poissons, c'est l'ère qu'on est en train de quitter. Et ça demandera du temps pour ça. Mais c'est pas parce que c'est l'ère qu'on est en train de quitter que tout est acheté à la poubelle. C'est vrai que je me focalise beaucoup sur les choses qui, dans l'ère des poissons, ne sont plus appelées à fonctionner. Mais en même temps, il y a aussi du bon dans l'ère des poissons. C'est l'énergie de la compassion, c'est l'énergie de la conscience christique, de la vibration christique, c'est l'énergie de l'unité, la spiritualité du un. Et c'est important dans sa spiritualité de passer par la case 1. Je ressens que je suis un avec le tout. C'est super important parce que cette sensation d'unité, ce ressenti d'unité, cette expérience organique de l'unité de nous sommes un, ça c'est l'énergie poisson. Et c'est magnifique, c'est important d'y passer. Le monde des poissons, c'est aussi le monde des rêves, la capacité à rêver autre chose, de se dire et si on pouvait rêver notre vie à nouveau sur cette planète différemment. Et si on pouvait s'aimer sur cette planète? Ça, c'est les questions qui ont été posées dans l'ère des poissons. Aimez-vous les uns les autres, etc. Jésus, il l'avait dit, mais il y a plus de 2000 ans maintenant. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont positives dans l'ère des poissons. Et à contrario, il y a aussi plein de trucs qui sont négatifs dans l'ère du Verseau. C'est-à-dire qu'on ne va pas y échapper non plus. L'ère du Verseau, c'est quoi? C'est le monde, oui, de la créativité. Ok, mais là, on va aussi voir dans ce début d'ère des choses totalement alambiquées et à la one again, où tu sais pas d'où ils sortent ça, ils vont tester des trucs qu'ils ont créés tu sais pas d'où, mais qui est du grand n'importe quoi. Mais il faut laisser la place à ça, parce que l'énergie a besoin de se libérer. On va avoir quoi dans le monde du Verseau? C'est aussi tout ce qui parle des nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, évidemment que c'est génial, mais on peut aussi en devenir esclave. Et on voit bien que les nouvelles technologies sont utilisées pour encore plus de contrôle des masses, pour encore plus de surveillance, de commerce, de faire de la thune. C'est boosté à son extrême. Donc on va aller à l'extrême de la technologie. Puis à un moment, on va trouver un juste équilibre.
Donc il y a plein de choses qui sont pas cool dans l'ère du Verseau aussi. Et on va aussi l'expérimenter. Chaque ère a son côté ombre, son côté lumière. Donc, pour en revenir à Mars et Uranus qui sont en complémentarité ou en jeu d'opposition pour cette pleine lune, en plus de ça, ils prennent en sandwich toutes les planètes. C'est-à-dire qu'on a toutes les planètes qui sont d'un côté, et celle qui encadre ça, c'est Mars et Uranus. Ça peut être violent, ça peut être assez tendu, parce que ce sont deux planètes qui amènent une forme d'explosivité intérieure. Faire exploser quoi ? Toutes les planètes qui sont prises en sandwich là-dedans, c'est-à-dire d'aller revoir des alternatives ou un renouveau dans notre façon de gérer nos bas instincts. On sait que la case se battre contre ou lutter contre ne fonctionne pas. Et s'il y avait autre chose ? Justement, Uranus, la planète de la conscience, nous dit « Et si la solution était de faire plonger la conscience à l'intérieur, dans nos profondeurs ?» Et c'est ce que fait Hercule, quand il n'arrive pas à se battre contre l'hydre de Lerne et qu'il voit qu'elle devient de plus en plus forte quand il l'affronte, il s'échappe, il médite, autrement dit, il se rebranche à la lumière, à la conscience divine, il revient vers l'hydre de Lerne, il l'attrape, il l'élève. Elle n'est plus en contact avec le marécage, elle touche même la lumière et elle s'effrite. Et en plus, l'hydre de Lerne, elle a un poison mortel. Ça veut dire que si on ne se rend pas compte de là où elle nous pique, elle nous tue à petit feu. C'est très symbolique ça. Parce que l'hydre de Lerne, je ne vais pas rentrer dans les détails. Allez voir sur la page soit de Philippe Bonato ou soit de les bulletins d'Aruna. C'est aussi communiquer la symbolique de toutes les têtes de l'hydre de Lerne. Mais toutes les têtes symbolisent un vice. Un des nombreux vices qu'on a en tant qu'être humain. Et c'est ok. On est humain, on a le droit d'avoir ces vices-là. Maintenant, en conscience, qu'est-ce que je choisis d'en faire ? Si je suis dans le déni, ah non, moi j'ai pas ces vices-là, moi. Sauf qu'ils sont en train d'agir malgré toi, de façon vicieuse, justement. Uranus nous invite à aller mettre de la conscience et de la lumière. C'est pas pour rien que quand Hercule l'amène à la conscience, c'est-à-dire l'élève à la conscience, l'hydre de Lerne s'effrite. Et oui, parce que ça y est, elle est vue. Elle est vue à la lumière. Et comme elle est mise au grand jour, elle est beaucoup moins puissante. Elle s'effrite. Mais il faut la diviniser. La diviniser, c'est quoi ? C'est lui mettre de la conscience. Ça, c'est une des plus grandes difficultés, par exemple, que moi j'ai eues. Moi, j'ai un ascendant sagittaire, une énergie balance qui aime la coolitude, même s'il y a l'énergie du guerrier, il y a quelque chose qui refusait jusque-là à aller plonger, à aller voir ce qu'il y a de pas beau. Je vois bien ce qui commence à se tramer là-dedans. Parce que si on veut s'attacher à l'ego, Mars, l'ego c'est défini selon une certaine structure. Moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc tout ce qui, de façon sous-jacente, vient faire exploser cette structure en disant « non, tu vois, c'est pas ce que tu es. T'es aussi ça, ce que moi je suis là. » On va le refouler parce qu'on veut pas que ça vienne dézinguer cette structure et cette image qu'on a de nous-mêmes. En gros, d'apprendre à nous aimer aussi, avec ses bassesses et ses bas instincts. Évidemment que je parle aussi à moi-même en disant ça. Je marque une pause. Est-ce que tout va bien pour tout le monde ? Est-ce qu'il y a une question par rapport à cette configuration ? Parce que elle est importante, elle encadre l'amas d'énergie et vous voyez qu'elle est pleine de symbolique. Donc est-ce que déjà là vous avez des questions par rapport à cette configuration énergétique ou vibratoire ? Ok. J'ai une réponse qui dit tout va bien. Donc je continue. Un autre point important. Après l'ère du Verseau, Manon c'est Capricorne. Alors là, même pas la peine de se projeter pour imaginer, ne serait-ce qu'imaginer ce que pourra bien être l'humanité et la planète quand on rentrera dans l'ère du Capricorne. C'est déjà Verseau, on ne sait pas. On sait que ça va être du gros renouveau. Pour cette pleine lune, on a aussi un autre point important,
qui est Vénus, qui est entrée en énergie Capricorne début novembre et qui restera jusqu'au mois de mars. Novembre, décembre, janvier, février, mars. Quasiment 5 mois que Vénus reste en Capricorne jusqu'en mars 2022. Et il faut savoir qu'Uranus reste à peu près un peu moins d'un mois par signe. Là, elle va rester quasiment 5 mois dans l'énergie Capricorne. J'ai fait un post, je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit par rapport à ça. Allez voir le post que j'ai mis ce matin sur le feed du compte Yohan T'ouvre son antre. Il y a Vénus en Capricorne. Vous allez voir ce que j'ai mis dessus. C'est une Vénus qui va chercher à s'élever, mais qui va chercher à s'élever en prenant le temps. Pourquoi le temps? Parce que l'énergie Capricorne est dirigée par Saturne, qui est Chronos, l'énergie du temps. Alors déjà que quand elle est en Capricorne, elle prend son temps, mais alors là, elle prend vraiment son temps. Elle a décidé de rester 5 mois dans cette énergie. Donc Vénus qui rentre en Capricorne, c'est une énergie de structuration, d'élaboration, qui est méticuleuse, qui est calme, qui construit pierre après pierre. Qu'est-ce que peut bien faire Vénus pendant 5 mois à construire pierre après pierre quelque chose? Vénus, le féminin. Vénus, l'énergie féminine. Dans un signe de rigueur, de discipline, d'ancrage, de structuration. On voit bien qu'il y a une nouvelle structuration du féminin qui est en train de s'élaborer dans les profondeurs. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Si Vénus en haut est en train de raconter qu'elle est en train d'élaborer quelque chose dans la construction nouvelle ou renouvelée, puisque c'est dans l'ère du Verseau, d'un féminin renouvelé, c'est bien qu'en bas, nous, dans nos structures, c'est ce qui se passe aussi, par analogie. Une nouvelle façon de partager, une nouvelle structure de partage. Et c'est là qu'on va commencer à voir que ce qui se passe, socialement, c'est génial. C'est vraiment génial. Et je le dis même pas pour faire un effet de style, c'est génial. Il fallait au moins ça pour que la conscience humaine fasse le boulot et réagisse. Et que malgré tout ce qui se passe, voyez le yin dans le yang et le yang dans le yin, malgré tout ce qui se passe, quoi qu'on puisse en dire, il y a l'opportunité de créer du parallèle, de l'alternatif. Grâce à une créativité qui repose sur l'outil le plus important de l'ère du Verseau, c'est l'imagination. Notre capacité créatrice grâce à la maîtrise du mental qui est capable de visualiser et d'imaginer, de créer des images, de les rendre vivantes dans la matière. Donc Vénus s'élève. Elle s'élève pendant 5 mois vers le plus haut sommet. On sait que dans les traditions initiatiques, c'est-à-dire qui permettent d'établir des nouveaux commencements, les initiés reçoivent au sommet d'une montagne des connaissances divines. Moïse qui reçoit l'étape de la loi, Jésus qui est tenté au sommet d'une montagne. On en a plein, il y en a plein, avec la symbolique de la montagne. Les nouvelles connaissances ou la redécouverte avec une conscience accrue et développer des lois universelles permet de co-créer, mais co-créer pas que entre nous en tant qu'humains, de co-créer avec tous les règnes. Vous imaginez le jour où on aura tellement de responsabilités dans notre liberté que, je le répète ça, qu'on aura tellement de responsabilités dans notre liberté que on sera en mesure et on aura l'autorisation de pouvoir co-créer même avec les anges, les archanges, les mondes subtils, les minéraux, les végétaux, les animaux. La communication se rétablira. Pourquoi est-ce que on communique pas par télépathie consciente avec les animaux? Ça serait trop bien, mais il faudrait déjà que eux ils en aient envie. Quand on voit la souffrance qu'on inflige au règne animal, va falloir qu'on se responsabilise un petit coup avant de se dire ils vont avoir envie de communiquer. Pour communiquer, il faut être deux, y compris avec tous les règnes. Et je culpabilise personne en disant ça, hein. Même moi, je suis loin d'être tout blanc. Hein. Mais y compris pour les mondes subtils. Oui, pourquoi on n'a pas l'énergie libre, etc.
Mais l'énergie libre, heureusement qu'on ne l'a pas. Déjà, on voit ce qu'on est en train de faire avec du pétrole ou avec du nucléaire, mais heureusement qu'on n'a pas l'énergie libre. On dézinguerait l'univers. Donc on ne va pas nous laisser faire. Ça va nous demander une phase de responsabilisation et de maturation et de maturité pour pouvoir valider le niveau. Vous savez, comme dans Mario. Jouer à Mario. Puis vous affrontez le boss et vous passez au niveau suivant. Ben nous, affronter le boss, ou en tout cas amener de la conscience au boss, pour l'instant, on est à la rencontre du boss. Et est-ce qu'on va passer au niveau suivant? On va voir. Ça prendra le temps que ça devra prendre. Mais jouer à Mario, c'est plein de sagesse et de spiritualité. Le gars, il passe dans des tunnels, il plonge. Bon, il plonge quand même en prenant des champis, hein, le gars. Donc faites gaffe. Pas besoin de prendre des champis. Bon, je continue. C'est que, qui est-ce qu'on trouve? La seule planète qu'on trouve en Capricorne, avec Vénus, dans la même demeure énergétique, eh ben c'est Pluton. C'est bizarre ça. Pluton, le dieu du monde des enfers, Hadès, qu'est-ce qu'il fout au sommet d'une montagne alors que le gars il est censé habiter dans le monde des enfers? Et pourquoi Vénus elle est en train de se rapprocher de lui? Elle va taper la discute avec lui, ils vont prendre un verre pendant 5 mois, s'il te plaît. Pourquoi? C'est quoi le deal là? Pourquoi Vénus rencontre Saturne au sommet de la montagne et puis ils vont taper la discute comme ça? Alors qu'à la limite, si Hadès lui disait viens, je t'emmène dans le monde des enfers chez Wam, on va discuter. Ben non. Le gars il lui dit viens, je te donne rendez-vous au sommet d'une montagne. Et Pluton, Hadès, quand il a décidé d'avoir quelqu'un dans le collimateur, c'est vraiment parce qu'il a décidé d'opérer une transformation. Donc Vénus, elle est consciemment en train d'aller à la rencontre de Pluton, le grand transformateur, pour faire peau neuve. Là. Donc il y a une nouvelle façon là, de vivre le féminin qui s'annonce. Il y a un paradoxe aussi, c'est que Pluton, qui est censé être la planète de la descente aux enfers, se trouve dans le signe qui s'élève le plus au sommet de la montagne. La symbolique là-dedans, l'enseignement que ça nous donne, c'est que au plus on descend, au plus on s'élève. Pluton en Capricorne. C'est la conscience que le paradoxe est complémentaire. Au plus je descends, au plus je m'élève. Et ça me fait même du bien de le conscientiser, ça, vous voyez. Je vais me le noter, celui-là. Au plus on descend, au plus on s'élève. Donc, ne pas avoir peur de descendre dans les profondeurs, parce que c'est là, justement, où on va le plus s'élever. Et ça me fait penser, d'ailleurs, même au bulletin d'Aruna d'aujourd'hui. Je vous invite vraiment à aller voir ces bulletins, à aller écouter ces bulletins en ligne, parce qu'il y a des pépites d'enseignement par rapport aux pleines lunes et aux nouvelles lunes, entre autres. Est-ce que tout va bien? Vous voyez, je fais des pauses à chaque fois. Je fais des pauses là pour voir si c'est OK, s'il y a des questions. Il y a des petites clés qui sont lâchées comme ça de temps en temps. On va arriver dans le fond du sujet là. Ok, bon, ça a l'air bon pour tout le monde. Je continue. Préparez vos questions, hein. Comme ça, quand je vous demande, vous pouvez les lancer direct. Et il n'y a pas besoin d'avoir un long temps d'attente. L'axe taureau-scorpion. La Lune, vous savez qu'en astrologie, chaque signe a une planète qui lui correspond. La planète, par exemple, du Bélier ou du Scorpion, ils l'ont en commun, c'est Mars. La planète du Verseau, c'est Uranus. La planète du Sagittaire, Jupiter. La planète du Cancer, la Lune. La planète du Capricorne, Saturne, etc. etc. Attendez, parce qu'il y a d'autres questions qui arrivent en même temps, du coup j'avais pris le fil. Cette transformation se fait toute seule. Alors il faut faire confiance
en le processus. Le processus de la conscience, il faut pouvoir s'y abandonner. Moi, j'en suis là, d'accepter de m'abandonner au processus de conscience pour que ça se fasse et pas que moi, je fasse le truc. Moi, le petit moi, hein, l'ego. Donc, je reprends le fil. C'était quoi ? Bah ouais, voilà, les planètes qui dirigent les signes. Mais quand une planète se trouve dans son signe, par exemple Mars en Bélier ou en Scorpion, comme il l'est là, on dit qu'il est en domicile, il est chez lui, il est super fort. Il est bien, il est confortablement installé chez lui. Il va libérer sa puissance d'une façon aisée. Mais il y a un signe dans lequel chaque planète, même si elles n'ont pas toutes été définies, mais il y a un signe dans lequel la planète est encore mieux que chez elle. Elle est en pleine libération de son énergie, on dit qu'elle est exaltée. C'est là où elle est sublimée. Il se trouve que la Lune, elle est chez elle quand elle est dans le signe du Cancer, et il y a un moment dans l'année dans lequel la Lune est exaltée, c'est-à-dire qu'elle est encore plus puissante, elle est encore mieux que chez elle est sublimée, c'est en Taureau. Donc là, c'est la pleine lune de la sublimation de la Lune. C'est là où la Lune est exaltée, c'est la pleine lune des sorcières. C'est la pleine lune où on a la magie lunaire qui prend forme. On a le voile avec les mondes des esprits qui se lèvent. C'est la pleine lune où on a la rencontre avec la nature, avec la Pachamama, avec Gaïa, avec les esprits de la nature, avec l'esprit des forêts, des plantes, tout. C'est les mondes magiques. C'est une pleine lune qui est exaltée. C'est aussi une pleine lune qui est très fertile. Taureau, la terre. Donc qu'est-ce que je plante comme graine pour ensemencer une nouvelle terre, puisqu'on est dans l'énergie Verseau, et que vous voyez que Uranus et Mars encadrent tout ça, cette lune en Taureau, elle appelle à ensemencer une nouvelle terre. Seulement, il y a les bas instincts qui ont peur du nouveau, qui vont tirer pour pas que ça change, et en même temps, la conscience qui, elle, veut que ça change. À qui est-ce que je donne du pouvoir ? Ou comment ma conscience, je vais me focaliser sur elle pour aller visiter et rassurer à l'intérieur pour amener, comme un petit garçon, les bas instincts. Rappelez-vous, plus les bas instincts on se bat contre, plus ils ont du pouvoir. Lune en Taureau, c'est une lune, on vient de passer là, depuis le 20-21 octobre, on est rentré dans le monde du Scorpion. Là, bientôt, ça y est, cette pleine lune, elle arrive à la fin. Elle est à 28 degrés quasiment du Scorpion ou du Taureau. Donc, dans 3 jours, là, ça y est, on passe en énergie Sagittaire. C'est le moment où ça va se réélever. C'est le moment où la conscience va s'élever. Vous voyez, il y a une logique. Il y a une logique dans le zodiaque. En Balance, on recherche l'équilibre. La lumière va diminuer pour s'inviter à plonger à l'intérieur en Scorpion. Balance, Scorpion, et une fois qu'on a passé le mois à plonger, Sagittaire, on se réélève. Mais on se réélève avec quoi ? Une nouvelle philosophie, une nouvelle conscience, une nouvelle perception, qui vont nous permettre de quoi ? De partir à l'aventure de la réalité avec de nouvelles perceptions de la réalité. Et donc, si j'ai des nouvelles perceptions de la réalité, je vis concrètement une nouvelle réalité. Puisque la réalité n'est rien d'autre que ce que j'observe d'elle. Donc le Scorpion nous invite tous les ans à aller transformer tout ça. Là, on a le cadeau avec cette pleine lune en Taureau, c'est comme une petite récompense. Le Scorpion, là, il est allé dans le fait de faire mourir, de lâcher des choses pendant 1 mois, d'aller conscientiser tout ce qu'il y avait à conscientiser dans les tripes, à lâcher tout ça, à laisser mourir, c'est quoi ? À laisser le processus se faire. Vous voyez, quand quelqu'un meurt, soit on met, comment on dit, l'incinération ou l'enterrement. Si on prend l'enterrement, pour illustrer mieux l'image, c'est que une fois que la personne elle est enterrée, on n'est pas en train d'attendre devant, se dire bon, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour que le corps se décompose ? Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce qu'il faut que je vienne tous les jours pour mettre, je sais pas, de l'acide, un truc comme ça, pour que le processus se fasse ?
Non, c'est fait. Ça y est, ce qu'il y avait à enterrer, c'est enterré. Bon, voilà. Maintenant, le processus, il est en cours. Ça y est, c'est fait. Il n'y a pas besoin d'attendre devant. Mais je garde à la conscience que ce qui est mort est mort. Ça existe sur un autre plan, un autre état d'être. Donc là, le processus de ce qu'il y avait à laisser mourir, c'est-à-dire à passer d'un état d'être à un autre état d'être, je sais pas, ça peut être ce qui me fait souffrir. Comment je peux l'appréhender pour le faire passer à un autre état vibratoire? Quelque chose, ok, ça ne change pas sa nature, c'est mort, mais par contre, je n'ai plus la même interaction avec. Et pour ça, ça m'a demandé de lâcher certaines choses. L'énergie du taureau, c'est l'énergie de la matière, de la sensualité, de la sensorialité et de l'épicurien. Alors s'il y a bien un moment de l'année où c'est le moment là justement de se dire merci et de savourer et de se faire des beaux cadeaux épicuriens, de se boire un bon verre de vin, de se faire masser ou de manger de la bonne nourriture, d'aller dans la sensualité, de faire l'amour, etc. C'est la pleine lune en taureau. C'est ok, c'est bon. En scorpion, c'est le moment le plus dark, le plus sombre, le plus éprouvant de l'année. Et bien là, en taureau, quand on a la pleine lune en taureau, c'est comme, allez, c'est bien, t'as bien bossé là, allez, fais-toi plaisir. Respire un bon coup, fais-toi plaisir. Avec tes amis, autour du feu, on se réchauffe et on fait la teuf, on écoute une bonne musique. C'est le moment où on savoure et on renoue avec la matière. Parce que le processus de dissolution de la matière, il est permanent. Ce que je dissous en conscience, même si j'en ai pas conscience, c'est des choses qui vont se dissoudre dans la matière. Et c'est éprouvant la matière, surtout quand on est en scorpion. Ben là, avec la lune en taureau, c'est le moment de renouer avec l'amour pour la matière. Et être aussi, redevenir un amoureux de la matière. Pas un possessif ou un possédé de la matière. Et là, on est en lien avec les bas instincts. De l'être en conscience. La matière est un moyen et non pas une fin en soi. Là où l'énergie taureau, à son extrême, pourrait aller. Dans le côté matière comme une fin en soi. Et ben, le scorpion va lui rappeler que c'est un moyen. Un moyen de quoi? De vivre des expériences en conscience qui vont amener quoi? Plus de conscience. Le fait de le nommer, de le souligner, le renforce. Maintenant, les points plus négatifs, on va dire, du taureau, les pièges à éviter, ça va être la tendance à se bloquer. Il y a des choses en moi qui ont été vues ou aperçues, où j'ai plongé, j'ai vu des choses, et je me bloque. Je reste figé. Ou alors j'ai aperçu que le problème venait de telle chose du passé ou de telle cause, et je ressasse. Vous savez, le taureau, c'est un ruminant, donc il ressasse. Il ressasse les choses du passé. Et donc il se bloque. Attention, parce qu'avec l'énergie taureau, quand on se bloque, quand on se fige, on se prend des claques. C'est-à-dire que la seule façon que l'intelligence a de nous débloquer, c'est de nous mettre une claque. C'est bouf, ça nous réveille d'un coup et que ça y est, on reprenne le mouvement. Attention à l'énergie taureau qui s'enracine trop. Où sont les racines, les vieilles racines que je veux pas lâcher? Parce que parfois on se conforte là-dedans. Le fait d'avoir mis le doigt sur une vieille racine et que en fait je veux pas la lâcher, on aura beau se trouver toutes les bonnes questions, toutes les bonnes excuses pour ne pas la lâcher, il n'y a qu'une seule question qui pourra faire qu'on va la lâcher, c'est de se dire qu'est-ce qui m'arrange dans le fait de la tenir? Qu'est-ce qui m'arrange en fait dans le fait de tenir à cette racine qui me maintient figé? Qu'est-ce qui m'arrange en fait, outre toute l'histoire que je me raconte sur moi-même, qu'est-ce qui m'arrange dans le fait de ressasser ces choses-là du passé? C'est quoi? C'est que je me conforte dans mon rôle de victime, ça me permet d'attirer l'attention à moi, de pouvoir raconter la même histoire tout le temps pour qu'on vienne me caresser, pour qu'on vienne me donner de l'amour, de l'énergie. Ça peut être plein de raisons différentes, mais la question est à prendre dans ce sens-là. Qu'est-ce qui m'arrange dans le fait de? Dans le monde du taureau, attention à la possessivité
lié à la matière. Donc pourquoi pas prendre conscience à quoi est-ce que je suis possessif matériellement. Tu sais, c'est très animal ça. Ça tombe bien, on est dans l'axe de l'animalité. Scorpion, taureau. C'est en lien avec cette zone-là et l'appareil génital. Et défectoire, je sais pas comment on dit, de faire caca quoi. Donc l'appareil génital, l'appareil défectoire et ici, la gorge. Cette zone-là qui va libérer la voix. Donc ces deux zones sont liées énergétiquement. Taureau, scorpion. La preuve, je sais plus comment. Ah, j'ai un problème avec les mots ce soir. Quand on castrait les hommes pour qu'ils aient une voix plus aiguë ou c'était pas castré, je sais plus c'était quoi le mot. Enfin bref, vous me direz s'il y en a qui sauront mieux que moi. Ouais, défécation. Merci, source de mon univers. Source de mon univers, c'est le nom, parce que ceux qui vont regarder en replay, ils auront pas, ils auront, ils auront pas le visuel des gens qui commentent. Donc là, si vous m'entendez dire oui, défécation, merci, source de mon univers, je suis pas en train de parler à la source de mon univers. Je suis en train de parler à quelqu'un qui s'appelle source de mon univers. Donc, le fait de libérer sa voix, ou le fait de ne pas libérer son expression, ça peut amener des problèmes de constipation, par exemple. Vous voyez ? C'est en lien tout ça. Alors, si je continue avec l'axe taureau, attention à ne pas se bloquer, attention à la possessivité. Où sont aussi mes problématiques d'insécurité, ou ma recherche extrême de sécurité qui fait que je ne veux pas lâcher. Je ne veux pas lâcher des choses qui, je sais, ne sont plus d'actualité dans ma réalité, et pourtant, je ne les lâche pas, parce que en fait, au fond, j'ai peur de l'insécurité. Donc l'énergie scorpion, là, elle nous a dit, c'est bon, tu vois que quand tu lâches et que tu te laisses emporter dans le processus, tout va bien. C'est pas toi qui meurs. C'est une version de toi. C'est une image de toi qui meurt ou qui est transformée. Mais c'est pas toi. Tu es encore là. Tout va bien. Donc c'est l'invitation à lâcher aussi nos insécurités ou nos tendances à être trop en recherche de sécurité et particulièrement matérielle. Combien d'entre nous, moi compris, ont eu des phases où par sécurité matérielle, n'ont pas voulu lâcher l'expérience dans laquelle ils étaient. Seulement le scorpion il sabote. Ce que je veux pas lâcher en conscience, le scorpion va le saboter ou l'auto-saboter de façon compulsivement inconsciente. La matière, encore une fois, c'est un moyen pour pouvoir s'enrichir, mais elle est en lien avec le scorpion, donc elle est en perpétuel mort et renouvellement. Et ce renouvellement fait qu'une expérience emmène à une autre. Et encore une fois, j'aime parler de ces moines bouddhistes, vous savez, qui font des immenses mandalas avec des grains de sable colorés, avec des petites sortes de pipettes là, et puis ils tapent dessus, et ça déverse des grains de sable. Ils font ça pendant des semaines, des jours et des jours, voire des semaines. Et ils finissent avec un grand mandala magnifique. Et là, ils font un petit rituel et ils balayent tout. Et ils recommencent. C'est pour travailler, même pas pour travailler, c'est pour conscientiser dans son corps, dans sa conscience, de façon concrète, à travers une expérience précise, la loi d'impermanence. Et comme le dit même un homme que j'admire énormément, qui s'appelle Alexandre Jodorowsky, que je salue au passage, la seule chose qui est permanente dans cet univers, c'est l'impermanence. C'est la seule chose qui est permanente. L'impermanence des choses. En gros, l'enseignement de la mort. Et là, on a un travail aussi à faire par rapport à la mort. Puisque notre capacité à plonger pour se laisser transformer est en lien direct avec notre conception qu'on a de la mort. Donc si la conscience que j'ai de ce que représente la mort me bloque, taureau, je risque pas de faire le travail de conscience. Et alors là, nous, en Occident, avec la culture judéo-chrétienne, on en a une dose.
Et on savait très bien, hein, l'institution savait très bien qu'en terrorisant l'âme humaine par rapport au sujet de la mort, ça allait justement la bloquer énergétiquement dans son processus de conscience. C'est sûr. Voilà pour cet axe. On se retrouve aussi, c'est un des derniers points de cette pleine lune que je veux aborder, avec un carré, 2 carrés. Alors une énergie de carré, c'est 90 degrés, c'est un angle droit, bam, avec une autre planète. Sauf que là, on a le soleil qui se retrouve en carré, 90 degrés, avec Jupiter, qui se retrouve lui-même à 90 degrés, avec la Lune. Donc en gros, dans le coin, à 90 degrés de part et d'autre, Soleil, Lune, on a Jupiter qui est là. Lui, il vient les bousculer. Zeus, Jupiter. Il vient bousculer tout ça. Pourquoi il vient bousculer? Pourtant, Jupiter, c'est le grand bénéfique, comme on l'appelle. Ouais, mais c'est un amplificateur d'énergie. Donc lui, il va amplifier les tensions qu'on peut rencontrer à travers cet axe taureau-scorpion. Mais en plus de ça, ou au-delà de ça, Jupiter, lui, il est en Verseau. Lui, il dit, dans le processus de conscientisation, là, moi, je veux quelque chose qui nous permet de grandir, Jupiter, de façon nouvelle. Et surtout que Jupiter, il est en Verseau. Donc, il vient amener, booster l'énergie Verseau dans notre rapport à la mort. C'est quoi le rapport à la mort dans l'énergie Verseau? Ce sera quoi? Là où moi je le sens, c'est dans une conscience qu'on passe d'une dimension à une autre. Et qu'en plus on peut même y avoir accès. C'est la multidimension, le Verseau. Donc on sent que le poisson, ça va être dans la dissolution. La personne, elle est dissolue dans le grand tout. Dans l'oubli de l'océan universel. En Verseau, elle est passée dans une autre dimension. Et on en a conscience. Évidemment, hein, le rapport à la sexualité. Alors ça, c'est un des sujets majeurs d'Aruna ce mois-ci. Et là, pour le coup, je la rejoins à fond là-dedans, parce que c'est un sujet, là, moi, qui est majeur, même pour moi, l'énergie sexuelle. La question qu'Aruna pose, c'est où en êtes-vous avec votre énergie sexuelle? Eh ben, où en êtes-vous avec votre énergie sexuelle en tant que femme et avec votre énergie sexuelle en tant qu'homme? Et alors là, ça m'engage moi personnellement, hein, mais bientôt, dans quelques temps, vraiment quand j'aurai conscientisé encore plus ce cheminement-là à travers l'énergie sexuelle qui dure pour moi depuis des années et des années, j'aimerais vraiment faire un accompagnement pour les hommes lié à la maîtrise, et je mets 40 guillemets là-dessus, hein, de l'énergie sexuelle. C'est le sujet majeur, un des sujets majeurs de mon cheminement depuis presque 20 ans maintenant. Donc, où est-ce qu'on en est? Vénus qui va visiter Hadès, c'est aussi ça. Hein. Quel est le rapport à la sexualité des femmes? Donc, comment j'utilise mon énergie sexuelle, soit pour séduire, ou arriver à mes fins, mais les hommes aussi, pareil. Quel est mon rapport au féminin quant à ma sexualité? Quel est mon rapport à la sexualité quant au féminin? Peu importe. Mais aussi, dans ma responsabilité, j'adore ça, un des enseignements aussi d'Aruna, dans ma responsabilité de ma semence. De mon énergie sexuelle densifiée dans la matière. Où est-ce que j'en suis avec cette énergie? Comment je suis en conscience responsable de ma semence? Qu'est-ce que j'en fais? Et surtout, comment je la nourris et comment je m'en nourris. Alors là, il y a une porte ouverte immense, hein, incroyable. Donc il y a aussi un renouvellement avec ce Jupiter qui vient booster cette énergie et cette force sexuelle pour que justement, elle soit tellement en face de nos yeux qu'on se dise « Waouh, qu'est-ce que j'en fais en fait ?» Est-ce que je la refoule et je me châtie à chaque fois que je ressens une pulsion? On voit bien que ça ne marche pas. Sinon, c'est fini. Il n'y aurait plus eu de viol depuis 2000 ans. Il n'y aurait pas eu d'abus sexuels. Il n'y aurait plus eu de guerre même. Puisque le rapport homme-femme, polarité masculine-féminine, repose entre autres parties majeures sur cette énergie sexuelle. Donc tant qu'on n'aura pas réglé, conscientisé
ce rapport à la sexualité et à l'énergie sexuelle, on se retrouvera encore dans ce déséquilibre des polarités. Et une des réponses, et je finirai là-dessus, une des réponses que les mythes nous offrent, encore une fois, les travaux d'Hercule. Hercule, dans son deuxième travail, Bélier, Taureau, il doit aller retrouver le taureau de Crète pour le ramener sur son île. Et en fait, le taureau, il a un petit point de lumière ici, une petite étoile de lumière ici. Alors l'étoile à 5 branches, c'est Vénus. Hein. Et je vous invite à faire vos recherches. Tiens. Allez chercher, et puis vous me mettrez en commentaire sous cette vidéo, pourquoi Vénus, ou pourquoi l'étoile à 5 branches représente Vénus, le pentagramme ou le pentacle. Et vous mettrez la réponse en commentaire sous la vidéo. Donc le taureau, il a le pentacle ici. Pourquoi ? Parce que Vénus dirige l'énergie taureau. C'est la planète du taureau. Et il y en a plein qui ont essayé de capturer le taureau de Crète. Indomptable, impossible, trop puissant, quoi. Ils ont essayé de le monter, de le prendre par les cornes, etc. D'y aller avec force, impossible. Hercule, il fait un truc. Il avance calmement vers le taureau. Il le caresse. Il monte tranquillement sur lui. Il touche les cornes. Vibratoirement, il le rassure, il l'apaise. Et il l'emmène là où il veut. Ça en dit long, hein. Le taureau, c'est l'énergie sexuelle. Donc, mais c'est un travail de longue haleine. Parce que ça demande à travailler un état d'être en conscience pour maîtriser l'énergie sexuelle. Vous voyez que maîtriser, c'est pas je viens fouetter, mettre des menottes, lier, nouer. C'est je viens travailler un état d'être, un état vibratoire qui vient permettre en conscience de faire un cheminement avec une énergie. Alors moi, évidemment, je parle particulièrement aux hommes ici. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais je parle particulièrement aux hommes. Puisque le rapport à la sexualité dont je parle, il se réfère à mon rapport à moi en tant qu'homme. Je sais ce que c'est que pour un homme d'avoir une pulsion sexuelle. La preuve, j'en suis un. Enfin, je crois. Et donc, il y a la conscience de ça. Et cette invitation-là nous dit, et si cette énergie sexuelle, plutôt que de la conscientiser ou de la concentrer dans les parties génitales, si je la concentrais ici, qu'est-ce que ça donnerait ? C'est sûr que... Et alors, c'est particulièrement aux hommes que je dis ça, mais à moi aussi. C'est sûr que Mars en Scorpion vient nous dire, ok, mais qu'est-ce qu'on fait là dans cette ère dans laquelle l'éducation sexuelle qu'on a, c'est la pornographie. Il n'y a rien de plus puissant que la pornographie que pour stimuler les bas instincts. Je suis pas en train de cracher dessus ou quoi, je n'émets pas de jugement. Je dis juste que, voilà, la pornographie nous branche à nos bas instincts. Il n'y a qu'à juste se concentrer sur l'état d'être qui émane de nous après avoir consommé de la pornographie. C'est du Scorpion en puissance. Scorpion, dans son côté le plus vibratoirement bas astral, par exemple. Ça, j'en parlerai plus tard. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Et si, c'est sûr que l'état d'être, quand on a consommé ou vécu la sexualité de façon pornographique, c'est pas du tout le même état vibratoire que quand on a fini une méditation ou une visualisation ou qu'on a vécu une expérience spirituelle incroyable qui nous a concentré l'énergie ici. Pourtant, celles et ceux qui se sont intéressés au tantra ou au taoïsme et qui ont pratiqué une sexualité de type consciente, après une session d'échange amoureux, et je fais exprès de le dire, hein, parce que cette énergie ne peut être conscientisée qu'avec l'amour. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'amour ressenti, il n'y a pas d'élévation vers le troisième œil. Ça reste en dessous de la ceinture. C'est pas pour rien que Vénus, c'est la planète de l'amour. Mars, il n'a pas besoin de l'amour.
Mars, il engage, il pénètre. C'est tout, c'est vrai, hein, c'est une épée. Vénus, c'est la planète de l'amour. Eh ben, qui est-ce qui viendra rencontrer Vénus en Capricorne au mois de mars? Mars. Mars et Vénus se rencontreront en Capricorne. Donc pour celles et ceux qui veulent faire un travail de conscience sur leur énergie sexuelle, de maintenant là, jusqu'au mois de mars, au moins, hein, ça peut être un excellent moment pour le faire. Pour en finir avec l'homme qui grimpe après un poteau placé sur une élévation, bon bah vous voyez à peu près de quoi ça peut parler par rapport à ce thème astral, à ce thème de pleine lune. L'homme, c'est Mars, qui grimpe après un poteau placé sur une élévation, le Capricorne. Bon bah en fait, Vénus, qui est en train de grimper là, qui est en train de faire l'effort, Capricorne, de grimper pendant 5 mois au sommet de la montagne, le revers de la médaille de Vénus, c'est Mars. Ça veut dire ce que l'énergie féminine est en train de faire, elle est en train de le faire aussi au bénéfice du masculin, au bénéfice de Mars. Et c'est pas pour rien que dans 5 mois, pile poil au moment où Vénus arrive au sommet du Capricorne, qui est-ce qui arrive là? Mars, comme par magie. Oui, parce qu'elle a fait le taf pour les deux. Donc le taf se fait par l'énergie vénusienne. Taureau, Vénus. Eh oui, c'est bizarre, hein. On aurait pu penser que Taureau égale Mars. C'est quand même un animal qui peut rentrer dedans, quoi. Ben non, un Taureau, c'est vénusien. L'énergie du Taureau, c'est vénusien. Donc vous voyez toutes les symboliques. Donc faites-vous du bien pour cette pleine lune. Acceptez de plonger, mais de plonger avec de la douceur et de l'amour. Moi, c'est le message que je reçois ce soir et que je vais appliquer pour cette pleine lune, en tout cas. Voilà, je laisse quelques secondes pour voir s'il y a des questions avant de couper, et puis... Alors, Camille qui demande « Et c'est normal de se sentir stagné pendant des mois parfois ?» Je ne sais pas ce que tu appelles normal. Pour moi, il n'y a rien de normal, puisque ta norme, ce que tu appelles normal, c'est selon ta perception de la norme. Sauf que ta norme n'est pas celle des autres. Donc, est-ce que on peut se dire « C'est bon, tout va bien quand on stagne pendant des mois ?» c'est pas une question de bien ou de mal, c'est juste de dire ok, pourquoi ça stagne? Qu'est-ce qui fait que ça stagne? La vie, c'est du mouvement, donc normalement ça n'a pas à stagner, c'est du mouvement. Le temps qu'il faut, ça finit jamais, l'évolution est permanente, exactement. Alors je vois pas trop de questions. Ok, donc pour terminer là-dessus, il va bientôt y avoir du contenu en plus qui va être donné pour chaque nouvelle lune et de pleine lune. Celles et ceux qui ne reçoivent pas la newsletter, allez dans le lien, dans le Snipe Feed, ou qui est plus connu comme le Linktree, dans la bio, vous cliquez dessus et en bas, vous pouvez ajouter votre adresse mail. Ça veut dire que vous vous abonnez à la newsletter. Et vous allez recevoir les dernières infos, les séances qui se font en coulisses, les séances astro. J'ai peu parlé de la séance miroir, la séance de groupe. C'est vraiment une séance que j'adore parce que il y a un vrai travail de groupe qui se fait. Il y a 5 personnes connectées en même temps et on utilise le thème du moment. Et cette séance-là, elle nous fait bosser vraiment sur des axes de travail en commun. Donc vous allez recevoir les dates de ces séances-là. Et particulièrement, là c'est le point majeur par rapport à un nouveau commencement que moi je souhaite prendre en collaboration directe avec les enseignements d'Aruna Lipschitz. Et c'est la première fois qu'officiellement je lance une retraite à caractère psycho-initiatique en m'appuyant sur l'astrologie initiatique et donc sur les enseignements d'Aruna et de Philippe, donc mes 2 enseignants. Et que je lance une retraite donc au solstice prochain, solstice d'hiver, du 21 décembre, donc qui aura lieu du 20 au 22 décembre.
dans un super endroit. D'ailleurs, j'ai vu que Jeanne était là, qui s'appelle la Maison Plume. Et je remercie Camille de m'avoir connecté à cette personne. Et c'est une retraite, vraiment, je mets du cœur à l'ouvrage, là, à la travailler en profondeur, qui est en lien avec l'énergie christique. Et oui, il est né le divin enfant. Mais il est né où, le divin enfant? Où est-ce qu'il naît chaque année, le divin enfant? Et c'est quoi le divin enfant? Eh bien, c'est tout ça qu'on va expérimenter et se connecter vibratoirement à ce solstice. Ce lancement aura lieu demain. J'attendais la pleine lune pour faire le lancement. Donc demain soir sera lancé les stories d'annonce de ce solstice. Attention, le groupe est ouvert à 12 personnes maximum. Et je ne pourrais pas en prendre plus parce que le lieu est limité à 12 personnes pour l'instant en tout cas. Donc les 12 premiers inscrits seront les 12 participants et le reste, les autres seront sur une file d'attente, sur une liste d'attente pour pouvoir participer. Voilà, et vous recevrez aussi la newsletter pour pouvoir vous inscrire par formulaire. Voilà. On a fait le tour de cette pleine lune selon mon humble lecture et là où j'en suis et ce que moi je peux en percevoir. Et évidemment que je perçois que à la mesure de ce que je vibre ou de ce que je peux voir pour moi. Je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique pleine lune lumineuse, consciente et initiatique, c'est-à-dire de nouveaux commencements. Et non, ce sera 1h30 de Paris, la retraite, en Normandie. Et si vous avez des questions, vous pouvez n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça dynamise le live, ça dynamise le replay. Et surtout, quoi qu'il arrive, va vers toi et garde la lumière.